Bonjour, bienvenue aux lecteurs et abonnés de notre journal Est Éclair Libération Champagne et estéclair.fr évidemment. Merci de suivre ce débat de l'entre-deux-tours des élections législatives sur la première circonscription de l'Aube. Merci aux deux candidats d'avoir accepté notre proposition de débat. Messieurs, je vous présente rapidement, à ma droite, Jordan Guiton. Vous avez 27 ans, vous êtes assistant parlementaire, conseiller municipal à Troyes, en opposition à François Baroin. Vous êtes candidat du Rassemblement national. Vous êtes arrivé en tête dimanche au premier tour avec 36% des voix, soit 11 406 suffrages. Vous affrontez dimanche Grégory Besson-Moreau. Bonjour, vous êtes le député sortant de la circonscription, candidat à la majorité présidentielle, entrepreneur. Vous êtes arrivé deuxième dimanche au premier tour avec 24% des voix, soit 7 615 suffrages. Je rappelle rapidement à tous les deux les résultats de vos adversaires du premier tour. Stéphanie Frankel pour la droite, 16%, Laurence Pagnesi pour la NUP, l'Union de la gauche, 14%, Hervé Giacomoni pour Reconquête, 3,5%, Marie-Elisabeth Cano, sans étiquette, 2,8%. Lionel Paillard, lutte ouvrière, 1,3%. Et enfin, Lydie Pieplu pour Jean Lassalle, 1%. Voilà, si j'ai pris le temps de rappeler les résultats de vos adversaires, c'est aussi parce que les électeurs qui ont voté pour eux ont la clé de ce second tour en partie. Grégory Besson-Moreau, pourquoi ces électeurs, notamment de la droite et de la gauche, qui fondent le réservoir de voix le plus important, devraient voter pour vous au second tour? Déjà, je tiens à saluer effectivement l'ensemble des personnes qui vont nous regarder et qui vont nous lire. Je vous remercie pour l'organisation. Concernant ce qu'on appelle le report des voix, je les invite bien évidemment à me rejoindre pour la simple et bonne raison, c'est que j'ai travaillé sur le territoire pendant 5 ans, j'ai fait remonter tous ces besoins du territoire pendant 5 ans, que ce soit bien évidemment sur les sujets agricoles. Je pense qu'il n'y a pas de débat sur ce que j'ai pu faire pour le monde agricole sur le territoire, mais y compris en France en règle générale, même au niveau européen, puisque j'ai porté des sujets également au niveau européen. J'ai prouvé aujourd'hui par le travail que j'ai fait pendant 5 ans sur le terrain, avec des élus, avec des citoyens, avec des entreprises, avec des employés, des gens aussi sans emploi, que lorsque je prends une décision, eh bien, je la remonte auprès du gouvernement, auprès du Premier ministre et du Président de la République pour faire appliquer ces lois. Je vous rappelle que l'ensemble des lois, que ce soit des amendements comme des lois, aucune n'était prévue en 2017. Aucune. Et pourtant, je les ai fait passer à 100%. Le travail législatif que j'ai opéré pendant 5 ans est passé parce que je suis quelqu'un de poigne, quelqu'un de force, qui sait à un moment donné dire au gouvernement que lorsqu'ils vont dans le mauvais sens, eh bien, il faut tout de suite changer de cap. C'est ce que j'ai fait pendant 5 ans, c'est ce que je continuerai de faire pendant 5 ans, défendre mon territoire dans l'Aube, mais également pareil. Ceux qui vous disent que défendre un territoire, ça ne se fait uniquement sur le territoire, non. Lorsqu'on est parlementaire, lorsqu'on est représentant de la nation, lorsqu'on est député, on défend son territoire et on défend la France. Et c'est pour ça qu'il faut être et sur le territoire et à l'Assemblée nationale. Même question. Écoutez, tout d'abord, je vous remercie pour l'organisation. Je remercie mon concurrent aussi d'avoir accepté le débat, qui permet de faire un petit peu respirer la démocratie. Ça fait toujours du bien, puisqu'il y a quand même eu beaucoup d'abstentions dimanche dernier. Moi, j'aimerais revenir sur 2 points. Tout d'abord, on a donc un choix dimanche prochain entre finalement un duel un petit peu présidentiel entre le candidat de Marine Le Pen que je suis et le candidat d'Emmanuel Macron. Maintenant, la différence entre nous deux, c'est que le candidat en face de moi, il a un bilan. Il a un bilan au sein du territoire, il a un bilan au sein de l'Assemblée nationale, il a un bilan en tant que député de la majorité. Et finalement, j'ai envie de dire à toutes les Auboises et les Aubois qui votent dans la première circo que dimanche, ils auront le choix entre un député de la majorité quelconque qui va rejoindre le groupe d'Emmanuel Macron ou un député patriote, aubois de naissance, qui va essayer de se battre pour défendre son territoire et s'opposer à beaucoup de politiques d'Emmanuel Macron durant les 5 prochaines années. Moi, je serai un député évidemment ancré sur mon territoire parce que j'y suis né, parce que j'y vis et parce que j'ai envie de le représenter. J'étais encore hier dans une mairie, j'étais encore hier avec beaucoup de personnalités locales, d'ailleurs avec des gardiens de prison de Clairvaux que je pense qu'on aura l'occasion tout à l'heure d'aborder. Ils me disent une chose qui est très claire, que j'ai entendue pendant toute la campagne, le député on ne le connaît pas. Alors vous allez me dire, il y a 218 communes, à Clairvaux, vous allez me dire, il y a des élus locaux,
ils ne vous connaissent pas. Vous allez me dire, il y a 218 communes, le territoire il est grand, mais en fait, finalement, on se rend compte d'une chose. Pour représenter un territoire à l'Assemblée nationale, vous avez raison, il ne s'agit pas de faire que le travail dans l'Aube, il ne s'agit pas que d'aller prendre des photos, serrer des mains dans l'Aube, il s'agit d'aller faire le travail à l'Assemblée nationale. Moi, personnellement, j'ai une vision de volonté d'être exemplaire à l'Assemblée nationale. Parce que depuis que je suis jeune, je m'intéresse à la vie politique, je me suis intéressé très jeune à la vie politique et j'ai toujours eu, j'étais toujours déçu de voir que l'Assemblée nationale est vide quand on vote des textes de loi super importants. Là, on a voté des textes de loi, vous avez voté des textes de loi très liberticides durant la crise sanitaire, je ne sais pas si on aura l'occasion d'y revenir, vous avez voté beaucoup de textes de loi qui étaient très importants, et en fait, on se rend compte que l'Assemblée nationale, elle est très vide. Donc moi, j'ai envie d'abord d'être un député exemplaire, toutes les semaines d'aller à l'Assemblée nationale. Juste sur ce mot, sur l'absence et Clairvaux, je vous ai vu. Non, sur Clairvaux, je me suis déplacé à maintes reprises sur Clairvaux, j'ai rencontré bien évidemment presque toute la pénitentiaire, j'ai fait déplacer des ministres pour qu'il y ait des engagements, on reviendra sur Clairvaux, parce qu'aujourd'hui il y a des engagements forts. Qui n'ont pas été tenus, on y reviendra. Puisqu'il y a un appel à candidature, un appel à projet sort en mois de juillet comme prévu il y a 2 ans. Après, moi j'entends M. Guiton, mais c'est bien sympa de nous expliquer qu'il a l'aube chevillée au corps, mais je rappelle quand même que monsieur a été assistant parlementaire et crochet de la politique et ne vit que de la politique depuis qu'il a quitté l'école. Depuis 2 ans. Et puis, vous avez quitté l'école depuis 2 ans. Je me consacre à mes idées, idées, quoi. La réalité aussi, c'est que monsieur est quand même conseiller régional d'Alsace, parce qu'il n'a pas eu le courage de se présenter dans l'Aube. Donc, à un moment donné, soit l'Aube, on l'a chevillé au corps, comme moi, soit monsieur décide de partir en Alsace parce qu'il a peur de perdre dans l'Aube. Donc, je pense qu'à un moment donné, les personnes qui vont nous lire, les personnes qui nous regardent, n'ont que faire de votre... savoir si vous êtes né ici ou si vous êtes né en Seine-et-Marne comme moi. Je ne suis pas né très loin. Et la réalité aujourd'hui, c'est qu'ils veulent savoir ce que vous avez en tête. Moi, je vais vous dire exactement ce que j'ai en tête avec les projets. Or, soit on s'attaque personnellement, et je pense que personne n'en a rien à faire. C'est pour ça, d'ailleurs. C'est à force d'attaquer personnellement des gens, d'avoir des politiques qui sont dans la castagne, je vais vous dire une chose. Les gens, eh bien, ils s'abstiennent. Moi, je suis quelqu'un qui porte des projets, je suis quelqu'un qui a des convictions et qui veut parler du fond. Si vous voulez pas parler du fond, c'est pas un problème. Moi, je suis venu pour parler du fond, monsieur Bessonneau. Mais je suis aussi venu sur le fond pour parler notamment de votre bilan, parce que vous avez un bilan. Quand on est sortant, on a un bilan, donc on est aussi là pour en discuter. Et moi, j'ai pas envie d'avoir, excusez-moi du terme, entre guillemets, d'un député fantôme durant encore 5 ans pour mon territoire, parce que ça m'embête de voir que les gens ne se sentent pas représentés, que les gens ne connaissent pas leurs députés. Vous habitez dans la zone d'Arcis-sur-Aube, Mailly et autres. Je peux vous assurer qu'aujourd'hui, s'il n'y avait pas eu les lois que j'ai portées, hier soir, j'étais chez Cristal Union, à la sucrerie. S'il n'y avait pas eu les lois que j'ai portées, je pense qu'aujourd'hui, Arcis-sur-Aube ne se relèverait pas. Tous les artisans, ceux qui travaillent dans le transport, les écoles, les zones de santé, etc., tout le monde a dû déserter ces zones. J'ai travaillé pour le territoire. Vous avez été élu pendant 5 ans, heureusement, vous avez un bilan, vous avez fait quand même quelque chose. Ah, j'ai un bilan. Voilà, vous avez un bilan qui est à la fois positif sur des petites mesures, la loi Egalim, etc. Vous avez essayé de faire des choses. La loi Egalim, c'est une petite mesure, sans beaucoup d'effets, mais vous avez essayé de faire quelque chose. Et ensuite, en termes de territoire, vous avez un bilan très négatif, parce que les gens ne vous ont pas vu, les élus locaux vous ont pas vu. Durant la crise sanitaire, vous étiez où? Les maires que je rencontre à chaque fois, ils me disent, même pas un petit appel. Vous n'avez même pas pris le temps de faire un bilan, une lettre parlementaire peut-être à diffuser dans toutes les boîtes aux lettres, des choses banales qu'on fait lorsqu'on est député sortant. Téléphone. Tous les élus qui m'ont appelé pour avoir un besoin, j'ai répondu au besoin et à chaque fois ils ont eu une réponse. Et je vous rappelle juste qu'il y a une différence entre l'élection, enfin pas l'élection, mais la politique locale et la politique à l'Assemblée nationale. Parce que moi j'étais à l'Assemblée nationale pour voter des lois, justement pour aider le PGE, pour aider à travers les primes pour les artisans, pour les restaurateurs, pour les vignerons. Tous ces financements ne sont pas arrivés du ciel, il a fallu les voter. Non, mais et moi, j'étais présent à l'Assemblée nationale pour les voter. Vous avez été élu pour ça. Monsieur, vous savez, il y a 7 jours dans une semaine. Donc si vous êtes 5 ou 6 jours à l'Assemblée nationale pendant des périodes de crise, jour et nuit, eh bien ces 5 ou 6 jours, vous n'êtes pas dans l'Aube. Elle est là, la réalité. Et donc il y a 2 députés. Il y a ceux d'opposition qui vont faire des belles photos, comme vous aimez bien ça, et puis il y a ceux qui travaillent, qui sont sur le terrain et en même temps à l'Assemblée nationale. Mais la question, c'est pas dans l'opposition, ni ce truc. Moi, je serai un député d'opposition, mais je serai force de proposition. Moi, la question que je vous fais, c'est qu'un député, c'est censé être un député de terrain qui fait remonter des informations de l'Aube. C'est pas un député parisien qui vit à Paris, qui vote à Paris les lois. Donc, on peut faire la transition, il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, sachez-le, moi, je serai un député exemplaire. Vous allez voir, vous allez parler du fond, tout se passera bien. Je vais vous lancer justement sur le fond et sur la première circo. On voulait vous faire réagir sur les thématiques qui marquent ce territoire. On a pris les données de l'INSEE qui expliquent que c'est la circo où les habitants sont le plus éloignés de tout, en termes notamment d'école. Je voulais juste vous lancer sur un chiffre.
Il y a 155 villages de l'Aube qui ont perdu une école depuis 1975. On est remonté assez loin, c'est les données du ministère. Quel rôle peut avoir le député sur ces fermetures de classes qui répondent aussi à une logique démographique? Est-ce qu'il faut passer éventuellement par un moratoire? Quel est le rôle que peut avoir le député que vous serez tout d'abord, oui, je les ai connus moi-même, ces fermetures de classes. Dans tous les cantons, il y a des classes qui ont fermé, qui constituent la première circonscription, notamment dans le rural. Moi, je pense qu'il faut avoir une concertation locale avec les associations de parents d'élèves, les parents d'élèves, et évidemment, indirectement, le rectorat, donc le ministère de l'Éducation nationale. Parce qu'on se rend compte de deux choses. Parfois, il y a des classes de fermées parce qu'il n'y a plus personne dans les écoles. Donc ça nécessite parfois un groupement avec des communes voisines en bonne intelligence. Donc il faut mutualiser les moyens. Moi, je serai évidemment aux côtés de tous les élus locaux, les maires, les conseillers départementaux, et évidemment les associations de parents d'élèves ou de professeurs d'ailleurs, pour accompagner la transition et faire en sorte qu'il y ait une école de proximité. Parce qu'il ne faut pas demain fermer une école finalement pour faire une mesure comme vous l'avez fait d'ailleurs, comme vous l'avez voté, qui consiste en fait à multiplier, à diviser par 2 le nombre d'élèves dans les classes dans le monde urbain, finalement. Donc en fait, on augmente les moyens pour le monde urbain et on abaisse les moyens pour le monde rural, parce que c'est ça en fait finalement la mesure qui a été votée. Voilà. Le dédoublement des classes, il s'est pas fait dans la ruralité, mais en fait finalement on a mis plus de moyens pour la ville et encore moins de moyens pour la ruralité. Et ça va être une question sur laquelle je vais me baser, parce que moi j'aimerais que demain, enfin, un jour, on adopte une mesure claire. 1 euro sur la politique de la ville, ça doit être 1 euro sur la politique de la campagne. Et on voit que si on manque de proximité, si on manque de moyens, si on ferme des classes, c'est aussi parce qu'on a mis trop de moyens dans les villes. C'est très bien, hein. Moi j'habite à Troyes, donc je ne vais pas vous dire l'inverse, mais il faut que les gens qui payent des impôts à la campagne ne se sentent pas abandonnés, délaissés, et c'est la question prioritaire du service public. Alors, je vais répondre parce qu'il y a quand même des petites erreurs dans ce que vient de dire M. Guiton. On partage un point, je pense, c'est qu'effectivement, il faut regarder l'aspect démographique. Il est normal que sur certaines communes, lorsqu'il y a de moins en moins d'enfants, il y ait une réflexion sur une fermeture de classe ou une fermeture d'école, parce que, pour moi, un prof, un instituteur qui est seul dans une classe avec des enfants, parfois où il y a 2, 3, voire 4 niveaux scolaires, ce n'est pas bon. Et pour l'enseignant, parce que s'il lui arrive quelque chose, bien, il est seul, et c'est mauvais aussi pour les enfants. Et puis au niveau scolarité, c'est très mauvais pour les enfants. Bon. Et c'est pour ça qu'on travaille sur ce qu'on appelle des RPI. Je vais prendre l'exemple d'Arsonval. Arsonval, c'est 7 communes qui se regroupent pour faire un gros RPI, pour faire une belle école dans laquelle il y aura des salles de motricité, des outils qui seront adaptés aux enfants. Bon. Donc il faut vraiment qu'on aille vers cela. Maintenant, aujourd'hui, on ne peut plus fermer d'école sans qu'il y ait un accord aussi de la collectivité. Donc c'est extrêmement important de le souligner. En revanche, sur ce que vous dites, c'est un peu faux, parce que la réalité dans l'Aube, c'est que nous n'avons pas réduit les moyens. Lorsqu'il y a une classe qui est fermée, aujourd'hui, les instituteurs ne quittent pas l'Aube. Ils restent dans l'Aube. Nous n'avons pas perdu d'enseignants dans l'Aube. Ce que nous avons fait, ce qui a été fait, en accord avec les collectivités, en accord avec les associations de parents d'élèves, c'est de se dire, ces instituteurs, ces enseignants, on va les remettre dans d'autres endroits. Et sur le dédoublement, c'est là où vous ne connaissez pas les territoires, vous avez complètement faux. Vous allez à Vendœuvre-sur-Barse, vous allez à Bar-sur-Aube, on a dédoublé des classes. Parce que justement, dans des communes environnantes, il y avait un besoin de se dire, ça ne fonctionne plus, donnons plus de moyens aux enfants et aux enseignants, et on a dédoublé des classes à Bar-sur-Aube comme à Vendœuvre. Donc ça se fait à Troyes, mais ça se fait aussi en ruralité. Preuve en est, nous n'avons pas supprimé de postes d'enseignants. Oui, ça se fait dans les villes semi-rurales. Bar-sur-Aube, Vendôme, comme vous le dites très bien, mais ça ne se fait pas non plus dans les petites classes. Et en fait, finalement, il y a un manque d'équité. Il y a un manque d'équité du territoire. Quand vous allez à Arsonval avec les 7 communes autour d'Arsonval, croyez-moi, c'est pas que des grosses communes. Non, mais je sais, justement, mais les classes n'ont pas été dédoublées. On a fait pour les uns ce qu'on n'a pas fait pour les autres. On n'a pas besoin de dédoubler, puisqu'on est en train de créer un RPI avec des moyens. Justement, on n'a pas fait pour les uns ce qu'on n'a pas fait pour les autres. On est en train tout simplement d'adapter en fonction des vrais besoins. Il y a des inégalités territoriales réelles entre les enfants de la ville et les enfants de la campagne, quelle que soit la taille de la ville. Je vous disais, une circo où les habitants sont éloignés, un peu plus éloignés que les autres circos de tous, notamment dans le cadre de la santé. L'Aube est un désert médical où on passe de l'être, les médecins sont âgés, une bonne partie va partir en retraite dans les prochaines années. Est-ce que pour sauver l'offre de soins sur ce territoire, est-ce qu'il faut en passer par l'obligation pour les jeunes médecins de s'installer dans ces zones déficitaires? Quel rôle vous pouvez jouer en tant que député?
Moi, personnellement, avec Marine Le Pen, on n'est pas forcément pour l'obligation. On est pour Marine Le Pen, elle est souvent avec nous, quand même. finalement la rémunération. Bah, excusez-moi, j'assume complètement que Marine Le Pen était élue. Quand vous êtes député, il faut assumer votre nom. Oui, bien sûr. Pas celui bien de celui sûr. qui vous dirige. Mais, Moi, j'ai toujours assumé mon nom sur mon territoire. Monsieur Quand il a fallu dire non à Emmanuel Macron, vous avez je l'ai appuyé dit. sur tous les Là, la boutons des réalité. lois de C'est monsieur Macron. Donc, si vous voulez, ça. vous pouvez me dire ce que vous voulez. Non, mais pour revenir sur la santé, les jeunes médecins, finalement, il faut leur donner une récompense. La récompense, c'est moduler le prix de la consultation en fonction du lieu géographique. C'est une mesure qu'on propose qui est très claire. C'est-à-dire que plus on est dans des zones éloignées, dans des zones rurales, plus le coût de la consultation va rémunérer le médecin, tout en abaissant évidemment sans contrainte administrative évidemment pour le médecin, de manière à encourager le médecin. Mais moi j'ai envie de dire plus globalement, pour attirer des médecins dans nos ruralités, pour attirer des pharmaciens, pour attirer finalement tout un cercle vertueux économique local, il faut retrouver, comment dirais-je, un milieu où on va avoir des services publics, une qualité de vie, une attractivité locale dans chaque village, des possibilités pour un médecin qui arrive, qui peut fonder sa famille, qui peut avoir des enfants, qui aille à l'école, qui ait du service public, qui ait un service poste, qui ait une gendarmerie de proximité, qui ait une école de proximité, parce qu'aujourd'hui, pour attirer un médecin dans la ruralité, c'est pas facile, parce que très souvent, ils préfèrent aller dans les grandes villes, dans les CHU. Donc l'obligation, non, mais il faut leur donner envie par une attractivité locale, et je sais que beaucoup de territoires le font. Deuxième point très rapidement, évidemment, il y a la téléconsultation. Moi, je préfère garder de l'humain dans tout ce qu'on peut avoir, mais on peut avoir de l'humain avec des aides soignants, avec des secrétaires médicales qui vont accompagner notamment les personnes âgées sur une consultation, parce que je préfère que les gens aient une consultation tout de suite par visio avec une assistante médicale plutôt que d'avoir un rendez-vous dans 10, 15, 20 jours, et je ne parle même pas des spécialistes parce que ça c'est vraiment quelque chose qui est scandaleux, notamment pour la ruralité. Alors, on va encore partager des points. Je vais expliquer un petit peu ce que j'ai fait sur le territoire à M. Guiton, qui n'a pas dû lire tous les articles de l'Est éclair. Mais la réalité, c'est qu'effectivement, nous, on a supprimé ce numerus clausus parce que c'était une bonne chose. On a arrêté 30 ans de politique qui empêchait la formation des médecins. Maintenant, un médecin, effectivement, ça met 10 ans à être formé, et puis il faut suffisamment de médecins pour les faire revenir sur le territoire. Alors, il y a les ambitions du Rassemblement national de dire, effectivement, ça serait bien qu'il y ait des médecins. Alors ça reste une ambition. Et puis, il y a la possibilité de le faire. Nous, c'est ce qu'on est en train de faire. Pour moi, la santé, ça ne tourne pas qu'autour des médecins. La santé, elle tourne aussi autour des infirmières, qui sont un véritable maillage territorial pour moi. Et c'est pour ça que dans la loi, nous avons donné la possibilité de dire ce qu'on appelle des IPA, des infirmières à pratique avancée, qui vont pouvoir opérer certains soins que les médecins faisaient. Ça s'est développé dans l'Aube. On doit continuer d'appuyer et de le développer encore plus. Sur le numerus clausus, on l'a supprimé. Maintenant, l'objectif, c'est de faire venir des médecins. Mais cette partie financière, croyez-moi qu'aujourd'hui, tous les élus locaux le font. Que ce soit les communes, les intercos, les incitations fiscales, le département. Tout le monde le fait. Mais il n'y a pas de médecins. Et donc, à un moment donné, il faut faire avec le maillage territorial. Le maillage territorial, pour moi, ce sont les infirmières, ce sont les pharmaciens. C'est aider les médecins à s'installer et de continuer les aides qui sont déjà faites. Mais sur la téléconsultation, on est presque d'accord à un sujet près, c'est que je l'ai mis en place. En 2019, une entreprise est venue me voir en me disant « J'ai un super projet de téléconsultation, ça n'existe pas dans le Grand Est ». Je me suis battu auprès de la ministre, parce qu'à l'époque, l'ARS n'était pas spécialement enjouée à faire cela. Je me suis battu auprès de la ministre et on a réussi à avoir le droit de créer 5 sites de téléconsultation dans l'Aube. Ces 5 sites, je me suis battu, c'est le département qui a aidé au financement. Et ces 5 sites, aujourd'hui, se sont transformés, je dis bien dans l'Aube, en 30 sites de téléconsultation. Aujourd'hui, par an, dans l'Aube, on opère 10 000 téléconsultations sous mon impulsion. C'est moi qui ai mis en place ces premiers sites de téléconsultation. Et maintenant, je vais vous dire une chose, le plateau médical de téléconsultation de l'Aube, maintenant arrose tout le Grand Est, ce sont 18 000 téléconsultations par an. Nous sommes leaders de la téléconsultation dans l'Aube, parce que je me suis, dès le début, avec mes collaborateurs, attelé à redonner de la santé sur le territoire, même si la téléconsultation, on est tous d'accord, c'est pas l'alpha et l'oméga, on aimerait des vrais médecins. Mais à un moment donné,
On doit parler au plus urgent. Vous me parlez de 18 000 consultations, c'est ce chiffre intéressant, parce que moi je vais vous parler des 18 000 fermetures de lits que vous avez fait dans toute la France, que vous avez voté d'ailleurs avec votre majorité. Moi je ne la comprends pas. Parce qu'en fait vous êtes les rois du en même temps. En même temps vous redonnez un peu de, voilà, vous remettez un peu d'élan, notamment à la téléconsultation, et en même temps vous fermez 18 000 lits en France, notamment des dizaines dans l'Aube. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'en pleine pénurie, on s'est rendu compte que finalement l'hôpital public n'avait pas les moyens d'accueillir tous les malades. D'ailleurs pour ça qu'on a dû confiner des gens. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi avez-vous fermé 18 000 lits en France aujourd'hui? Ouais, je pense que Guiton a du mal dans la rédaction de ses fiches. On n'a pas fermé 18 000 lits. C'est que les hôpitaux, par manque de moyens et d'équipes médicales, sont obligés à un moment donné de réduire le nombre de personnes et donc le nombre de lits. Mais Elle est là, la les capacités réalité. hospitalières sont faibles pour les périodes de crise. Attendez, laissez-moi finir, tout vient se passer. Je vais vous expliquer. Aujourd'hui, il y a 30 000 postes d'infirmières ouverts. Vous allez... Hier, j'étais dans un EHPAD. J'étais à l'EHPAD à la sortie de Troyes, de l'Europe. Et on a aujourd'hui des postes qui sont ouverts, mais il n'y a pas d'infirmières qui arrivent. Que ce soit dans le privé, que ce soit dans le public, les infirmières ne viennent pas. Donc on a 30 000 postes ouverts et on va ouvrir encore 50 000 postes à l'horizon 2027 justement pour reconquérir tous ces lits. Non, mais 30% des postes ne sont pas pourvus, je suis d'accord avec vous, mais en attendant vous les avez fermés, ce qui fait qu'en période de crise on se retrouve dans des départements, notamment ruraux comme l'Aube et d'autres, avec plus assez de place dans les hôpitaux, ce qui fait qu'en période de crise on se retrouve avec des moyens faibles d'accueil. Et ça c'est votre bilan. Merci. On va enchaîner sur la mobilité. On disait éloigné de tout. On parle beaucoup du prix du carburant. Vous pourrez en dire un mot si vous souhaitez. Mais je voulais vous lancer sur la ligne 4, la ligne SNCF. On parle souvent du Paris 3, c'est que cette ligne, elle va bien au-delà. Elle passe notamment par Vendeuvre et Bar-sur-Aube. Est-ce que vous, en tant que député, si vous êtes élu, vous pousserez pour la poursuite de l'électrification de la ligne, ou est-ce que vous vous dites, c'est quand même quelque chose qui apparaît illusoire quand on sait que l'électrification jusqu'à Troyes n'est pas encore achevée? Quelle est votre position là-dessus? Je pense que c'est un bon début. On le voit, hein, l'électrification de la ligne 4, c'était 15 ans de combat. 15 ans de combat. La réalité, voire plus. La réalité, c'est que Elisabeth Borne, qui est aujourd'hui Première ministre, était ministre des Transports, s'est déplacée et a débloqué la situation en faisant un geste simple, un chèque. Ce qui manquait, c'était de débloquer les financements. Le financement a été débloqué, les études se sont lancées et les travaux sont en cours. Elle est là, cette réalité. Ça a été 15 ans de blablabla. Et la réalité, c'est qu'on est arrivé, on a débloqué le chèque en partenariat avec la région Grand Est. Bon. Maintenant, c'est un début. Il faut continuer. Quand je vois Nick Leland aujourd'hui et l'attrait que ça attire, c'est un des premiers recruteurs, si ce n'est le premier recruteur temporairement dans l'Aube, bien sûr qu'il faut qu'on amène l'électrification jusqu'à Vendeuvre. Quand je vois cette magnificité de Bar-sur-Aube, avec cette route du Champagne, bien sûr qu'on doit désenclaver Bar-sur-Aube et continuer cette électrification. Le lancement, maintenant, voilà, c'est lancé. Il faut continuer, il faut se battre. Mais je pense qu'Elisabeth Borne, à l'époque ministre des Transports, maintenant Première ministre, avec tout le respect que j'ai pour elle et toute la compétence et capacité qu'elle a sur la maîtrise des transports, verra bien qu'il faut continuer cette électrification. C'est dans le sens de l'aventure de l'Aube. Moi, en tant qu'élu local, à Troyes Champagne Métropole notamment, j'ai toujours voté les financements qu'on donne parce que les collectivités territoriales financent à hauteur de milliers, enfin centaines de milliers d'euros, tous les ans, la ligne 4, Troyes Champagne Métropole, le département, la région, on les vote aussi, les fonds. Bon, je pense qu'il faut que cette histoire se termine un jour, donc je pense qu'on va tous être d'accord, c'est un sujet un peu unanime pour les Aubois, et pas que d'ailleurs, pour ceux aussi derrière, qu'il faut que cette ligne 4 se termine. Je crois que c'est une arlésienne, je dis toujours, j'étais pas né, que c'était déjà une promesse électorale. Donc il faut en finir avec les promesses, il faut vraiment conclure sur ce point. Maintenant que la ligne aille jusqu'à Bar-sur-Aube, Vendeuvre, on va déjà faire en sorte qu'elle aille jusqu'à Troyes, et ce serait bien déjà qu'elle aille jusqu'à Troyes tout en respectant un calendrier, parce qu'on nous a promis 2028, ce serait bien de le respecter déjà ce calendrier, parce que ça fait des dizaines d'années, les plus anciens du département s'en rappellent, qu'on nous promet des années qui ne sont jamais respectées. Donc déjà respectons la promesse de Troyes, et ensuite évidemment si je suis élu du territoire, je serai là aussi pour pousser tous les dossiers locaux. C'est un sujet important en termes d'attractivité, en termes de gens qui vont travailler à Paris. Il y a des Aubois qui vont travailler à Paris tous les jours. Mais j'aimerais revenir avant sur un petit point au-delà de la ligne 4, parce que la ligne 4 jusqu'à Bar-sur-Aube, je pense qu'on est tous les deux d'accord ici autour de ce plateau. J'aimerais aussi que la SNCF ait vraiment avoir accès à des personnalités, à des responsables de la SNCF, et pas que, pour que la ligne 4 fonctionne déjà de manière journalière très bien.
qu'elle soit parfaite. On ne peut pas être à 100% dans l'efficacité, mais aujourd'hui, beaucoup trop de personnes vont travailler à Paris tous les Je vous jours rappelle que vous êtes et n'ont conseiller régional, aucune vous avez accès, sécurité. puisque c'est votre responsabilité. Hein. Oui, bien sûr. C'est votre responsabilité mais aujourd'hui, c'est pour ça que j'irai porter ce dossier, justement. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est que, justement, la compétence, elle est régionale, évidemment, des transports. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui vont travailler qui n'ont pas de sécurité en termes d'emploi du temps, qui ne peuvent pas savoir s'ils partent avec le 6h42 ou 7h42, ils ne peuvent pas savoir s'ils vont arriver à 8h au bureau, à 9h au bureau. On ne parle pas des bouchons à Paris, on parle parce que la ligne n'est pas assez régulière. Donc, il y a aussi ce dossier à porter. Donc, il faut de la qualité et l'électrification. Voilà, donc on est d'accord. Donc, il va falloir appuyer ces deux points. Mais j'aimerais déjà qu'il y ait une qualité de transport et surtout une certitude. Okay. Un mot sur le carburant, 2 € le litre. C'est trop, tout le monde s'accorde à le dire. Est-ce qu'il faut baisser les taxes? Alors, quelle est votre position? 2 € litre, c'est beaucoup trop. Et encore 2 €, vous êtes gentil, hein. C'est un peu plus que 2 €. 2,20 aujourd'hui. On est plutôt autour de 2,20. C'est beaucoup trop. Et c'est pour ça qu'il y a deux logiques. Soit vous êtes dans une logique en se disant je baisse la TVA. Je pense que monsieur va nous dire ça. Mais à un moment donné, on ne vit pas dans un monde merveilleux. Hein. L'argent n'est pas magique. Hein. On a un budget, ça s'équilibre. Vous devez le voir en tant que conseiller régional. Et c'est pour ça que cette baisse de TVA, c'est une mauvaise histoire. Parce qu'une fois que c'est baissé, pour la remonter, ça va être extrêmement compliqué. On ne crée pas de l'argent. C'est pour ça que nous, on travaille sur plusieurs choses. Déjà, réindexer les retraites sur l'inflation. Redonner du pouvoir d'achat aux retraités. Et vous avez 5 ans pour le faire. Dégeler les points d'indice pour les fonctionnaires et autres. C'est créer du pouvoir d'achat. Et puis on a mis des aides en place, des aides énergie et autres, et on continuera. Le président de la République s'est engagé. Moi, je m'y engagerai, puisque je suis celui qui porte aussi la partie d'aide sur la partie alimentaire. C'est du pouvoir d'achat. Donc tout ce qui est en mesure d'aider nos compatriotes aujourd'hui à finir des fins de mois sans être dans le rouge, on doit le faire. Parce que le prix de l'essence à 2 €, 2,20 €, c'est un problème fort. Ça empêche les gens de vivre, mais c'est un problème qui reste temporaire. D'accord ? Et c'est pour ça que temporairement, on doit faire en sorte que tous les mois, il y ait une possibilité pour les gens les plus faibles, comme les moins faibles, ces classes intermédiaires, qu'elles aient une aide pour se transporter, pour se déplacer. Maintenant, il ne faut pas raconter d'histoire aux Français. Si vous baissez la TVA, vous allez avoir un gros trou dans la caisse. L'argent n'est pas magique, monsieur Guiton. L'argent, ça ne s'imprime pas. Moi, ça me fait toujours rire de me prendre les leçons de morale sur l'argent qui n'est pas magique d'un gouvernement qui a fait 600 milliards de dettes. Un tiers dû au Covid, le reste, c'est 600 milliards de dettes. Les restaurateurs, voir s'ils ne sont pas contents. Ils sont très contents. Si vous voulez. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais justement, vous êtes d'accord, mais je viens de vous dire que le tiers d'aide du Covid, il est normal. D'acheter des masques, aider les restaurateurs, tous les commerces, il est normal. D'un autre côté, bon, on ne reviendra pas sur ce sujet, mais si vous n'aviez pas fermé, si vous n'aviez pas fermé injustement certains commerces, notamment lors de la première vague, où finalement les grandes surfaces vendaient des produits que des petits commerçants locaux. Non, mais parce que vous avez un bilan encore une fois. Vous avez un bilan encore une fois. Dites-moi sur ces 600 milliards ce qui n'était pas utile. Mais il y a 200 milliards d'endettement qui ont été utiles pour aider tout le monde économique, etc. Les 400 milliards pas utiles, c'était lesquels ? Mais les 400 milliards, c'est tout l'endettement que vous avez fait, que vous avez réalisé. Ces 400 milliards, on les a dépensés. Dites-moi ce qui n'était pas utile. Vous les avez dépensés. Le chèque énergie, c'était pas utile ? Vous les avez dépensés. Dites aux Français qu'on fait le chèque énergie. Ça fait partie, tout ça, des 200 milliards, monsieur. Les 2 artisans, c'était pas utile ? Vous savez, vous pouvez comme ça jouer le donneur de leçon de morale. Je n'ai pas de leçon, dites-moi. À la fin, la question, c'est qu'est-ce que vous proposez globalement pour que demain, les gens de la première circonscription qui se déplacent, comment est-ce qu'ils vont faire pour que leur plein au carburant, il baisse ? Et c'est pour ça qu'on les aide dès la rentrée avec une aide financière. Parce qu'on est dans une zone temporaire qui risque de durer 4 mois, 6 mois, 1 an. Et à chaque fois, on va les aider. Excusez-moi, mais déjà, la baisse de la TVA, nous, ce qu'on propose, c'est qu'elle est pérenne, la baisse de la TVA. Il y a énormément d'économies à faire au niveau de l'État français, donc on propose une baisse de la TVA pérenne de 20 à 5,5. Ça va rapporter quelques dizaines de centimes en fonction du prix du carburant. Deuxième chose, il faut aussi une TICPE et qu'il a une mesure temporaire flottante. Dès que le baril dépasse 100 $, il faut une TICPE flottante avec des garde-fous de manière à ce que le prix du carburant n'augmente pas considérablement. Parce que là, à la fin du mois, on est parti pour finir à 2,50. On est d'accord, si les choses s'enflamment sur le plan. Et moi, j'aimerais rappeler une chose, c'est que juste la voiture, c'est pas un choix, c'est une obligation, pour tout le monde. Donc vous n'avez pas demain de solution concrète pour faire baisser le plein au carburant. Si vous avez la majorité dimanche à l'Assemblée nationale, le prix du carburant à la fin du mois, il va coûter 2,50, il n'y aura aucune solution de mise en place. Vous savez, sur le terrain, juste pour rester sur les carburants, on va donner un exemple très collé au terrain. Quand on parle de biocarburant, celui qui aujourd'hui a fait en sorte... Vous savez, avant la loi et l'amendement que j'ai poussé, on ouvrait une pompe au biocarburant, au bioéthanol, par semaine. Depuis mon amendement, on en ouvre 3 par jour. Vous voyez la réalité, ce que c'est que le terrain. Le terrain, c'est d'aller comprendre ce qu'on a besoin et de l'emmener à Paris
à l'Assemblée nationale. Parce que faire son plein à 70-80 centimes, pour moi, c'est une véritable nécessité. Vous serez, si vous êtes élu député, d'une Circo qui est unique en France, puisqu'elle accueille 2 sites de stockage de déchets radioactifs. Le CSA à Soulaines, pour vous rappeler, le CRS à Morvilliers. Il y a un projet de 3e centre de stockage depuis plusieurs années, centre de déchets de FAVL, faible activité à Villon. Rapidement, quelques mots, votre position, est-ce que vous êtes pour, contre un nouveau centre de stockage dans cette partie du Soulainois? Oui, moi ça ne me dérange pas, parce que de toute façon les énergies c'est un coût. C'est un coût parfois lié à des questions environnementales, mais la question c'est comment on fait pour produire de l'énergie. On consomme de plus en plus dans tous les foyers. Donc il faut aller vers évidemment une réduction de la consommation des énergies qui passe par l'isolation, qui passe par beaucoup de petites mesures concrètes. Et oui, il y a certaines mesures qui ont été faites et je les accompagnerai moi demain en tant que député de la première Circo de l'Aube. Mais je pense que la question indirectement du nucléaire et cette question de traitement des déchets, elle va créer de l'emploi à condition qu'il y ait une sécurité technique vis-à-vis des lieux où demain il pourrait y avoir construit donc un 3e centre et évidemment une sécurisation totale des 2 premiers. J'aimerais juste dire un mot. Parce que là, on parle donc du dossier du nucléaire globalement, qui est englobé par les déchets quand même, indirectement. L'ANDRA qui gère ça. Oui, bien sûr, l'ANDRA, mais la question c'est que sur le nucléaire, on a perdu 5 ans. Emmanuel Macron a fait marche arrière. Et là-dessus, c'est très grave parce qu'on a une indépendance qu'on doit à l'héritage du général de Gaulle, qui avait une vision sur le plan énergétique, sur le plan mondial, quand on voit aujourd'hui le coût des prix de l'énergie. Et malheureusement, on a perdu 5 ans parce qu'Emmanuel Macron a fait de l'antinucléaire primaire au début et il a fini par faire du pro-nucléaire à la fin. Donc moi, j'aimerais bien aussi avoir une stabilité dans la politique nationale qui va être menée avec évidemment des élus qui vont défendre une stabilité parce qu'on ne sait pas où on va. Sur les centres et sur le nucléaire, si vous voulez répondre. Sur les centres, déjà, il n'y a pas que du nucléaire qui viennent de centrales de nucléaire à Soulaines, ni sur les autres sites, sur les projections de sites. On trouve des résultats de scanners, de radiothérapie. Donc ce sont des déchets. Voilà, c'est important parce que, que les lecteurs et que les gens ne se disent pas que l'Aube est la poubelle de la France, que ce n'est pas vrai. Sur beaucoup de sites, beaucoup de territoires, on retrouve ces sites-là. Sur ce site-là, moi je préfère, pour être très honnête, les avoir en France, à nos côtés, avec la maîtrise de l'État, avec l'ANDRA, avec des agences indépendantes qui viennent contrôler en permanence que ce que l'on fait est bien. Que d'avoir des déchets nucléaires qui vont être stockés dans des pays loin en Europe ou hors Europe, dans lesquels il n'y a aucune maîtrise, et le jour où l'accident arrive, on est tous en train de regretter de ne pas les avoir stockés chez nous pour mieux les contrôler. Donc il y a l'aspect effectivement emploi, vie du territoire, mais il y a aussi l'aspect sécurité. Moi je préfère les avoir chez moi sous contrôle que chez les autres sans aucun contrôle. Donc je suis plutôt favorable à partir du moment où tout le monde prend sa part de la responsabilité. L'Aube n'est pas la poubelle de la France. Et il faut que lorsque l'on prend cette décision d'accueillir des déchets, que les autres départements prennent aussi cette responsabilité. On ne doit pas être le seul à accueillir ces déchets. C'est la France en règle générale qui doit répartir en fonction des territoires et en fonction des besoins de traiter les déchets, d'accueillir aussi ces territoires. Donc oui, mais chez les autres aussi. Concernant l'énergie, parce que sur le nucléaire, il est complètement faux de dire ça. Vous savez très bien que pour lancer un plan nucléaire, ça ne se fait pas en 1 an. Lancer un plan nucléaire, ce sont des études, des analyses de réseau, est-ce qu'on est capable de le faire, de ne pas le faire, etc., etc. La décision a été prise, elle est très claire. Le président de la République a été très clair, moi je suis très clair. On doit construire des centrales nucléaires parce que c'est l'énergie la plus décarbonée. Après, il y a Vous ne disiez pas ça au début du quinquennat? J'ai toujours dit ça. Non, votre président ne disait pas ça au début du quinquennat, il disait l'inverse. On a lancé des études. Il a même mis Mme Portelli dans un ministère qui était anti-nucléaire. Maintenant, sur l'éolien, il faut faire très attention. Assumer un peu. Moi, c'est vrai que quand je me déplace dans la zone d'Arcy et autres et que je vois ces champs d'éoliennes, je me dis, d'une, c'est pas très joli. De deux, je vois pas trop l'efficacité de temps en temps lorsqu'elle s'arrête de tourner. Maintenant, s'il y a un accord, un consensus avec la commune, avec les citoyens, avec l'Interco, avec tous ceux qui sont en responsabilité, pour qu'il y ait ces implantations d'éoliennes, c'est leur choix. À titre privé,
et en tant que représentant de la majorité, on laisse le choix vraiment aux institutions locales de prendre cette décision d'en mettre ou pas. Moi, je préfère de l'éolien offshore que de l'éolien sur notre magnifique territoire. Sur les éoliennes, si vous voulez dire un mot pour ensuite on enchaîne. Non, mais les éoliennes, on a une doctrine ORN, c'est clair. On est plutôt opposé aux éoliennes parce que ça crée de l'énergie intermittent. Ça détruit notre territoire. Maintenant, quand il y a, j'en ai rencontré des agriculteurs qui ont, sur leur domaine privé, qui ont un contrat privé avec une entreprise privée pour construire une éolienne et que l'élu local, qui est le maire, qui a le droit, donc qui finalement confirme et qui autorise le permis de construire, on peut, en tant que député, enfin, je ne vais pas demain interdire en tant que député la construction parce que ça va leur apporter de l'argent, ça va leur faire une manne. Donc de toute façon, voilà, non mais bien sûr, donc c'est ce que je dis. Donc de toute façon, on accompagnera, mais il y a une liberté, notamment du domaine privé, et on ne va pas intervenir là-dessus. Ok. Vous en parlez tout à l'heure, Clairvaux, on sait que la maison centrale va fermer en 2023 suite à la décision prise sous le gouvernement de François Hollande. On va y revenir. Quelle est votre position? On sait qu'il y a un appel à candidature avec plusieurs projets. Voilà, tout simplement, quelle est votre position sur le dossier? Comment vous voyez l'avenir de cette centrale? Clairvaux, c'est un dossier que je suis depuis le début. Clairvaux, c'est pas Hollande qui a pris la décision. C'est Hollande qui l'a détruit. Mais c'est Dati qui a pris la décision de le fermer, parce qu'à l'époque, il y avait une décision aussi de se dire on va fermer Clairvaux pour aller construire une maison d'arrêt ailleurs. Cela a été évoqué la première fois sous Rachida Dati. Exactement. Exactement. La décision s'est faite sous Hollande, et à la fin de la fin, c'est nous qui devons maintenant réparer les pots cassés et faire de Clairvaux le renouveau de Clairvaux. Et on a lancé, c'était les engagements des différents ministres successifs. On arrive au bout de cet engagement qui était de 2 ans d'études. Ces études maintenant sont prêtes, sont organisées, les cahiers des charges sont remplis. L'appel à projet part au mois de juillet, comme prévu il y a déjà 2 ans, pour faire de Clairvaux quelque chose de nouveau, le renouveau de Clairvaux. Et je peux vous dire une chose, moi, tous les vignerons, tous les concitoyens, les élus locaux, ils n'attendent qu'une chose aujourd'hui. C'est le renouveau de Clairvaux. C'est un dossier que je vais porter, parce que maintenant, on va tourner une page qui est une belle page, une page historique. Et il faut qu'on amène Clairvaux à quelque chose de nouveau. Et je suis intimement persuadé que le futur bassin économique de l'Aube, ce ne sera pas que Troyes, ce sera également Bar-sur-Aube et les alentours de Bar-sur-Aube. Écoutez, il faut l'espérer parce qu'il y a eu du gâchis dans ce choix qui a été finalement orchestré un peu. Tout le monde l'a poussé, que ce soit le gouvernement Sarkozy, le gouvernement Hollande en son temps, tout le monde l'a fait. Et effectivement, le gouvernement Macron a récupéré les pots cassés, on peut dire, voilà, avec la fermeture de Clairvaux. Moi, je vois qu'il y a des millions d'euros qui ont été gâchés, mais il y a juste, moi, j'aimerais revenir sur 2 choses. Vis-à-vis, il n'y a pas eu beaucoup de consultations ni d'écoute locale, parce que moi je pense qu'on aurait pu la jouer hybride, on aurait pu avoir une prison à Lavaux, tout en gardant une prison à Clairvaux de proximité. On sait qu'au niveau national, il manque des places de prison, donc ça aurait pu être un choix qui aurait été fait, et que, en tout cas, nous, au RN, on aurait fait. Maintenant, c'est fait. Maintenant, 2 choses. Il y avait eu des promesses de fait, notamment aux familles et aux familles des gardiens de prison et aux gardiens de prison eux-mêmes, sur notamment des aides à la mutation exceptionnelle. Il y a eu un retour en arrière là-dessus du gouvernement. Là-dessus, c'est pas normal. Donc moi, je porterai une loi pour faire en sorte qu'ils aient une mutation exceptionnelle et notamment une droit à la prime, même s'ils vont pas à Lavaux. Parce qu'aujourd'hui, on avait promis une prime à la fermeture aux agents de la prison, une prime, c'est pas une loi. Gardien de prison. Non, mais on avait prévu. Une prime, c'est pas une loi. Il y avait une prime de fermeture. Oui, mais je pourrais quand même rencontrer des institutionnels pour promettre une prime, d'accord ? Comprendre ce que c'est la loi, est-ce que c'est qu'un décret de la réglementation. Ça va aller, merci. J'ai pas besoin d'avoir une leçon de morale ni de droit. Mais je veux vous dire une chose. On avait promis une prime à la fermeture aux gardiens de prison sans condition. Au final, on l'a conditionné à aller faire 1 an dans la prison de Lavaux obligatoire. Il y a des gens, ils n'ont pas envie de changer du bassin de Clairvaux. Ils ont envie d'être mutés complètement ailleurs. Ils n'ont pas envie de venir vivre dans l'agglomération troyenne. Donc il faut les respecter. Il faut aussi tenir ses promesses parce que c'est ça qui dégoûte les gens des urnes, notamment pour dimanche dernier et dimanche prochain. C'est que les gens, ils en ont marre d'avoir des promesses qu'on ne tient pas, nous, en tant qu'élus. Donc je serai ferme là-dessus. Et encore une fois, voilà, on peut que le regretter. On est à 35 minutes, 5 minutes pour conclure. Je vous ai laissé à tous les deux une carte blanche de savoir si vous vouliez faire passer une loi qui vous tenait particulièrement à cœur, dans l'idéal bien sûr. Si vous êtes élu, Grégory Besson-Moreau. Je commence. Pour conclure. Alors je vais vous décevoir parce que ce sera 2 lois, mais 2 lois qui se touchent un petit peu puisque je veux vraiment qu'on puisse retravailler sur la santé. Le problème de notre territoire aujourd'hui, le problème majeur, c'est l'emploi et la santé. Sur la santé, j'insiste pour que les infirmières, à travers le plan Ségur, ont reçu aujourd'hui une somme d'argent non négligeable, même si on doit continuer les efforts, mais il faut travailler sur les auxiliaires de vie.
Et il faut travailler sur les aides-soignantes. Il faut recréer des vocations, travailler sur la formation. Donc la proposition de loi que je souhaite porter pour les infirmières, elle est là en fait, c'est de faire en sorte de recréer cette vocation, recréer cette dynamique à vouloir aider l'autre. Et ça mène à cette deuxième loi que je souhaite porter pour l'accompagnement de nos aînés. L'objectif aujourd'hui, on le voit, nos aînés souhaitent vivre chez eux le plus longtemps possible, aller le plus tard possible en EHPAD. Donc on doit travailler sur cet accompagnement-là de nos aînés, toujours en s'appuyant justement sur celles et ceux qui font le maillage territorial que sont les infirmières et les aides-soignants. Et donc accompagner nos aînés et faire en sorte que lorsqu'ils sont en EHPAD, cette logique de se dire, vous savez, ça va de GIR 1 à GIR 6, c'est très technique, mais en gros, vous avez du financement en fonction de la capacité du résident. Eh bien ça ne fonctionne plus, parce que le résident, il peut aller bien un mois, et puis 3 mois après, il ne va pas bien. Donc il faut arrêter ce système-là et faire en sorte que les EHPAD aient les moyens réels en fonction des difficultés des résidents. Et donc mon ambition, c'est aider nos aînés et aider la santé en partenariat avec les infirmières, les auxiliaires de vie et les aides-soignantes. Pour conclure. Bah écoutez, moi je serai un député tout d'abord de terrain et qui va essayer de rendre aux Aubois, je vais reprendre ce slogan de Marine Le Pen, rendre aux Aubois leur argent et rendre aux Aubois aussi leurs élus. Parce que finalement, on doit habiter ce territoire pour le représenter. On doit comprendre ce territoire, y être né. Moi, j'étais au collège à Arcis-sur-Aube, j'ai fait toutes mes études à Troyes, dans l'Aube, à l'université Reims-Champagne-Ardenne, et j'ai envie de porter ce projet à l'Assemblée nationale et de représenter ce territoire parce que je le connais par cœur, parce que je le sillonne, parce que je connais ses élus, mais aussi parce que je connais les problématiques du quotidien. Moi, tous les jours, M. Besson-Moreau, je prends ma voiture. Moi, tous les jours, je vais payer mon plein à 2 €, hier 2,24 €, je crois, à une station à Troyes, pour aller dans la ruralité, rencontrer les Auboises et les Aubois, et je connais les problématiques par cœur. La gendarmerie, le service public, qui en fait partie, la poste, les gens payent de plus en plus d'impôts en France depuis 10, 20, 30, 40 ans, et ils n'ont pas la pression, notamment dans le monde rural, de recevoir leur dû. Donc j'ai envie de leur rendre leur argent directement. Évidemment, faire baisser la TVA sur le carburant, c'est quelque chose d'essentiel. J'ai envie aussi de leur rendre, évidemment, encore une fois, leur argent. Lorsqu'ils vont au supermarché, il y a 100 produits de première nécessité, il faut baisser, il faut même supprimer complètement la TVA de 5 à 0. Ça va être seulement quelques euros de rendu, mais moi je vais les rendre. Moi je ne serai pas dans un gouvernement qui va augmenter la CSG pour les retraités, qui va baisser de 5 €, qui va baisser de 5 € les APL pour les étudiants, parce que c'est énorme pour eux. Moi je vais instaurer demain la priorité nationale avec le groupe du Rassemblement national et je serai un élu combatif pour l'Aube et les Aubois parce qu'ils ont besoin de retrouver un député présent sur cette première circonscription. Très bien. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. J'en profite pour conclure, adresser un petit mot à Willy, au chef de centre de Bar-sur-Aube qui a été, puisqu'on est sur la première circonscription, blessé suite à une intervention. Voilà, on lui passe un bonjour amical, je pense que vous Exactement. Et puis, je vous souhaite à tous les deux bonne chance pour dimanche. Merci. Merci.